Bonsoir. Élèves et étudiants ont repris ce matin le chemin des classes à propos de l'analyse de Abdoulaye Kassila sur la vie de l'école guinéenne ces 30 dernières années. Dossier Société nationale d'électricité, la crise de courant électrique connue les années passées ne le sera pas pour l'avenir. Une bonne pluviométrie cette année rassure les autorités du secrétariat d'État aux énergies. En Afrique, rencontre quadripartite, les délégations des pays concernés sont toutes arrivées à Brazzaville. Elles ont entamé des contacts hier. Sur le plan mondial, perspective des élections présidentielles aux États-Unis, hier, des millions de téléspectateurs ont suivi le premier débat télévisé Bush du Kakis. Au Liban, la crise politique est déterminante, un pays de gouvernement. La légalité tombe d'un trait. Dans un instant, les détails. Au courrier du chef de l'État, le général Lansana Conté reçoit un message de félicitations à l'occasion du trentenaire de notre indépendance. Voici le contenu de ce message. À son Excellence, le général Lansana Conté, président de la République de Guinée-Conakry, à l'occasion du 30e anniversaire de l'accession de la République de Guinée à l'indépendance, je vous adresse mes cordiales félicitations ainsi qu'au peuple guinéen. Les amis de la Guinée observent avec une grande attention le courage et la détermination dont vous faites preuve dans la mise en œuvre de votre programme de réforme de l'économie et de l'administration pour le bien de tous les citoyens guinéens. Soyez assurés que la République fédérale d'Allemagne continuera, dans toute la mesure du possible, à contribuer au succès de vos efforts. Recevez également mes meilleurs vœux de bonheur personnel, signé Richard von Weizsäcker, président de la République fédérale d'Allemagne. Des milliers d'élèves et étudiants guinéens ont repris ce matin le chemin de l'école après 3 mois de vacances. Nombreux ont retrouvé leurs établissements dans des conditions décentes, d'autres déplorent l'état alarmant des leurs. Ils sont en rentrée des vacances, c'est vrai, mais l'apport de la couche scolaire à la réussite des festivités commémoratives du trentenaire de notre indépendance est des plus attendus. À propos, voici une analyse de 3 décennies de la vie de l'école guinéenne. L'école guinéenne donc, ses débuts, ses tournants, son apogée et sa reprise le 3 avril 1984 avec Abdoulaye Kassila. Aux premières heures de l'indépendance de la Guinée, un coup dur fut porté à l'enseignement avec le départ du personnel français. Au compte du primaire et du secondaire, 150 enseignants nationaux sont restés. Ce nombre quasiment insuffisant provoqua des cycles de formation rapides pour combler le vide avec des moniteurs qui avaient pour charge de servir dans les établissements primaires. Les écoles normales de Pita, d'Abadou, Massintaï de Toro furent créés tandis que fonctionnaient à Conakry les lycées classiques et techniques, le lycée des jeunes filles, le collège technique, l'école de la musique, l'école des beaux-arts et l'école nationale des arts et métiers. La construction de l'Institut polytechnique Gamal Abdel Nasser par le plan triennal et l'élection du centre destiné à l'hôpital de Cancan en Institut polytechnique Julius Nyerere furent pour les Guinéens un grand espoir. À l'époque, seule la Guinée sur la côte ouest africaine s'était frayé son propre chemin pour accéder à l'universel dans le domaine de l'enseignement supérieur. Cette atmosphère fut malheureusement tourmentée par des arrestations arbitraires menées contre certains élèves et enseignants. Depuis, l'élan des populations scolaires fut brusquement freiné. Le 12 août 1968, la révolution culturelle socialiste institua l'enseignement des langues nationales dans toutes les disciplines primaires et dans quelques-unes au secondaire et supérieur. Au cours de la même période, l'enseignement de masse et les centres d'enseignement révolutionnaire CER vinrent donner une autre physionomie au système éducatif dans notre pays. Les termes coco, lala, bobo furent le quotidien des élèves et maîtres qui, sous le poids d'un système aussi ahurissant, tombèrent tous dans la routine. À partir de 1968, l'enseignement commença à marcher sous la tête. Parents d'élèves, maîtres et enseignants ont fini par comprendre qu'en Guinée, le système éducatif a atteint son apogée. L'implantation des BMP et DAP en 1975
où l'université à la campagne permet l'image de l'université guinéenne sur l'échiquier international. Les séances de production instaurées au niveau de tous les cycles constituaient un insupportable fardeau pour tous ceux qui se réclament de l'école guinéenne. Devant ces réalités, la Guinée, avec ses 30% d'enfants de 7 à 12 ans inscrits dans le primaire, présente l'un des plus faibles taux de scolarisation du monde. Voilà pourquoi, le 3 avril 1984, la couche qui a le plus salué l'avènement du CNRN fut la jeunesse guinéenne. Je suis très content parce que vraiment depuis 26 ans, on n'a pas aspiré au bonheur, à l'expression. Et aujourd'hui, nous félicitons vraiment l'armée parce que l'armée a intervenu au bon moment. Et depuis 26 ans, vraiment, nous sommes dans le ghetto de enseignements que nous ne recevons pas très bien. Et aujourd'hui, je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons aspirer au bonheur de l'enseignement et au bonheur de l'éducation pour le progrès du peuple guinéen. Aussitôt, les nouvelles autorités ont repris l'éducation et l'enseignement en organisant 2 conférences nationales de l'éducation dont les points de repère ont porté sur le recensement de toutes les carences et les propositions nécessaires à la création de nouvelles écoles. L'enseignement gratuit et obligatoire et les écoles privées ont à nouveau ouvert leurs portes. 3000 enseignants du primaire et du secondaire sont recyclés. Des centres de formation continue sont créés dans toutes les préfectures et le cursus scolaire a été entièrement repensé selon les critères qui tiennent compte des réalités économiques de la nation et des besoins en main-d'œuvre. La pléthore de facultés d'enseignement supérieur est réduite au strict minimum. Au niveau du primaire, la réinstauration de l'enseignement du français et l'amélioration de l'infrastructure scolaire grâce à l'apport de la société Africof ont été un motif d'encouragement. Ainsi, le système éducatif guinéen, sorti de cette situation, s'est retrouvé dans de bonnes mains pour que plus jamais il ne retombe dans la désolation. Les parents, associés à ce travail de redressement de notre système éducatif, apportent déjà la garantie du succès de cette entreprise dont la finalité est de faire du Guinéen un homme capable, compétent et consciencieux. Après rénovation, la remise officielle du Palais du Peuple a été effectuée hier entre le chargé d'affaires de la République populaire de Chine et le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Bana Sidibé, en présence du ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Zeynoul Abidine Sanoussi, et le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Alassane Kandé. Ce monument, construit dans les années 60 dans le cadre de la coopération sino-guinéenne, est le symbole de l'amitié et de la coopération bilatérale entre de 2 pays. Ce gigantesque édifice situé à cheval sur les 3 préfectures de la capitale a subi une profonde rénovation pour abriter les festivités marquant les 30 ans de la souveraineté de notre pays. Le diplomate chinois, son Excellence M. Xiao Xiaoxiong, et le ministre guinéen de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Bana Sidibé, qui ont procédé à la coupe symbolique du cordon dimanche, indiquent la remise officielle du Palais du Peuple au gouvernement de la République de Guinée. La visite de l'intérieur par les autorités guinéennes en compagnie de la mission diplomatique chinoise en Guinée sous la conduite de M. Mamadou Diasso, administrateur du palais, leur permettra d'apprécier les travaux réalisés. Cette rénovation a commencé depuis mi-août de l'année dernière pour une valeur de 1,1 milliard de francs guinéens, soit 7 340 000 yens, la monnaie chinoise. Ces travaux de rénovation ont essentiellement porté sur la salle de fête qui a une capacité de 2000 places, la sonorisation, l'électricité, le froid et la façade extérieure. Une cabine technique entièrement équipée et un standard téléphonique sont désormais au service des médias. Après un tel constat des travaux fort satisfaisant de nos amis chinois, le ministre Bana Sidibé leur a exprimé le remerciement sincère du gouvernement guinéen pour la réussite de cette rénovation. S'il est bien de réaliser, il est encore mieux de conserver ce qu'on a réalisé, précisera le ministre Bana Sidibé au cours de cette cérémonie de remise.
Quant au diplomate chinois, son Excellence M. Xiao Zhifeng, il a fait remarquer que les relations d'amitié et de coopération entre la Chine et la Guinée sont entrées dans une nouvelle phase. La visite très réussie que le président général Lansana Conté a effectuée au mois de juillet dernier en Chine a non seulement promu ces relations, mais aussi jeté des bases solides pour renforcer et développer davantage de relations. Nos contributions sont certes modestes, mais ce que nous offrons, c'est toute notre sincérité à l'égard de nos amis. C'est notre cœur, a conclu le diplomate chinois. Le courant électrique, facteur primordial de développement, est un problème qui intéresse chacun et tous. L'alimentation en courant électrique est une démarche nécessaire. La crise enregistrée dans les années passées du fait de la baisse du niveau pluviométrique ne le sera pas pour les années à venir, car selon les autorités du secrétariat d'État aux énergies, le plus grand barrage hydroélectrique a enregistré le 21 septembre dernier plus de 368,19 mètres cubes d'eau, soit 207 hectomètres cubes, ce qui améliorera très certainement la production énergétique en Guinée. Mais pour plus de détails, écoutons le directeur de la production et du transport de la SNE, M. Ali Keïta, au micro de Dali Bakouete. En 85-86, le problème qui se posait à Conakry était non seulement un problème d'eau, mais aussi un problème de disponibilité des équipements. À l'époque, la centrale de Grande Chute était en rénovation. À Clombo, sur les 3 groupes qui étaient en fonction, le disponible était presque nul parce que le seul groupe qui fonctionnait difficilement. Contrairement en 87, on a relevé un peu le parc. Et à l'heure actuelle, je suis très satisfait en vous disant que nous avons 95% de notre équipement disponible. À Tombo, nous avons les 5 groupes fonctionnels, 25 MW installés pour un disponible de 22 MW. À Grande Chute, nous avons les 4 groupes disponibles, 27 MW puissance installée disponible. À Donkea, nous avons sur les 2 groupes, un groupe disponible et l'autre groupe est actuellement en Allemagne en révision. Ce qui veut dire que pratiquement la population de Conakry ne doit pas se plaindre quant à la production électrique en 89. Comme en 85, il y a eu un déversement. Je peux affirmer que cette année, on aura un déversement. Bon, déversement, ça veut dire que le barrage sera plein. Et comme l'an dernier, on avait 158 par rapport à 207 à la même période, ce qui est certain, il y aura une amélioration sensible. Parce que quand on fait un bilan énergétique de la quantité qu'on aura dans le lac, on pourra turbiner une quantité un peu plus supérieure que ce qu'on a l'habitude de turbiner. Je voudrais savoir comment se fait la relève entre les centrales hydroélectriques et vos centrales thermiques. S'il y a une défaillance, soit une panne au niveau d'un équipement hydraulique, la relève se fait tout de suite par la partie thermique. Les 5000 carcasses de moutons offertes à notre pays par le Royaume d'Arabie Saoudite sont arrivées. Il s'agit des moutons immolés dans les grandes cités saintes de l'islam le jour de la Tabaski et qui, vu le nombre élevé, n'étaient pas consommés et étaient par conséquent gaspillés. Le gouvernement saoudien a ainsi décidé d'en faire un diaka qui sera destiné à tous les musulmans nécessiteux à travers le monde. À leur arrivée au port de Conakry, ces carcasses de moutons ont trouvé en place une parfaite organisation pour la distribution entre les véritables destinataires qui sont les pauvres des quartiers et villages. En effet, toutes les grandes villes du pays en seront ravitaillées. Les opérations de débarquement se sont déroulées en présence du ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, le chef de bataillon Jean Colipé Lama.
qui a saisi l'occasion pour réaffirmer la reconnaissance du gouvernement saoudien face à l'action humanitaire du royaume saoudien, mais il a surtout assuré que les moutons parviendront à leur destinataire. La distribution des carcasses entre les différentes préfectures et les différentes mosquées a commencé depuis le 23 septembre dernier. Les délégations de l'Angola, de Cuba, des États-Unis et de l'Afrique du Sud sont toutes arrivées dans la capitale congolaise pour participer au nouveau round, le 7e du genre, des négociations quadripartites qui a débuté ce lundi et qui portera sur le règlement du conflit en Afrique australe. Comme à la rencontre précédente qui s'est tenue à Brazzaville du 6 au 9 septembre, ces 4 délégations sont conduites par les mêmes personnalités représentant les pays concernés. Autre chose au niveau du continent, Fondation du développement africain est une organisation qui, depuis sa création en 1984, a fait ses preuves dans des pays africains, notamment au Kenya et au Mali. M. Williams, un des fondateurs de cette organisation, vient d'être honoré par ses collègues pour s'être illustré dans le cadre de la survie de la Fondation. La Fondation du développement africain a récemment honoré le représentant William Gray de Pennsylvanie en lui offrant une plaque et une réception. M. Gray a joué un rôle décisif dans la création et le financement de la Fondation et cette célébration était bien méritée. La Fondation a été créée en 1984. Depuis lors, elle a financé 170 projets dans 23 pays africains. Elle octroie des fonds à des groupes communautaires et villageois pour financer des projets qui doivent les rendre autonomes. Ainsi, une subvention de 250 000 $ de la Fondation a aidé ces Kenyans à amener l'eau du mont Kenya jusqu'à leur village. Avant la construction de l'aqueduc, les villageoises devaient parcourir de très longues distances pour trouver de l'eau. Elles ne pouvaient porter que l'eau à boire ou pour cuisiner. Aujourd'hui, l'aqueduc satisfait les besoins agricoles aussi bien que domestiques. Et la population peut ainsi s'adonner à l'agriculture. Wendy Wilson fait partie de la Fondation. Elle évoque ici un autre projet mené à bien au Mali. On a aussi un projet très intéressant à Bamako, au Mali, où on a financé un projet de couture qui s'appelle COPEC, qui est dirigé par M. Fane Sambou de Bamako. Et on a trouvé que tellement le projet a bien marché qu'ils ont pu aussi établir un fonds de crédit qui permettra aux filles qui ont fini l'école, je dois dire fini la formation de COPEC, d'établir leur propre petite business. Sandra Robinson, directrice des programmes et des opérations de terrain, a expliqué la réussite des projets de la Fondation. À mon avis, le succès de nos projets s'explique par le fait qu'ils sont conçus et mis en œuvre par des Africains. Ce sont leurs projets et non pas les nôtres. Nous assurons leur financement et quand ils présentent des lacunes, nous fournissons une assurance technique et la formation nécessaire pour garantir la bonne exécution des projets. 3 millions de téléspectateurs ont suivi hier le premier débat télévisé de la campagne présidentielle entre George Bush et Mikhail Dukakis. La confrontation n'a pas eu de vainqueur potentiel, mais selon un sondage rendu public, Dukakis 44% devancerait Bush 36% dans les intentions de vote. Le deuxième duel télévisé aura lieu à la mi-octobre. Le vice-président George Bush et le gouverneur du Massachusetts, Michael Dukakis, sont arrivés dimanche à Winston-Salem, en Caroline du Nord, où s'est tenu leur premier débat télévisé de la campagne présidentielle. On estime que 100 millions de téléspectateurs américains ont suivi cette confrontation qui risque d'influencer l'élection du futur président. J'espère que tous les Américains nous regardent, qui nous écoutent et essaient de décider lequel de nous doit être président des États-Unis. Écoutez très soigneusement le vice-président. Il propose, après plus d'1 milliard de dollars d'endettement, qui s'ajoute naturellement à la dette fédérale des 8 dernières années, une dette que nos enfants et nos petits-enfants devront payer pendant des années. Il propose un abattement fiscal pour les plus nantis, 1% de la population du pays.
Une moyenne d'environ $30 000 que nous allons donner à ceux qui font plus de 200 000 par an. C'est plus que ce que gagne un enseignant. Assez de tout ça, mesdames et messieurs. Nous avons contracté plus de dettes ces 8 dernières années que pendant les mandats de tous les présidents, depuis George Washington jusqu'à Jimmy Carter. Il est temps de nous donner un chef qui puisse faire des choix difficiles, puisse travailler avec le Congrès, puisse réduire les déficits et commencer à construire une base fiscale solide pour ce pays. Le Massachusetts n'a pas un énorme budget de défense, mais ceci dit, le gouverneur a relevé l'impôt à 5 reprises. Et c'est là un fait. Parlons donc de cette question. J'ai formulé une proposition sur ce que j'appelle un gel variable. Les économistes des côtes Est et Ouest l'apprécient. Il permet au président de trier les priorités et nous continuerons de croître parce que je n'augmenterai pas l'imposition. Nous avons l'occasion de travailler ensemble à construire cet avenir, à construire une Amérique meilleure, à construire une Amérique parfaite. Comme l'Amérique ne se cache pas, nous rivalisons. L'Amérique parfaite ne gaspille pas, nous investissons. L'Amérique parfaite n'abandonne pas une partie de ses citoyens, elle les emmène tous. Et l'Amérique parfaite n'appartient pas au passé. L'Amérique parfaite est notre avenir. En dernière analyse, quand un électeur remplit son bulletin, il se demande qui a les valeurs auxquelles il croit, qui a l'expérience, qui inspire confiance, qui a l'intégrité et la stabilité nécessaires à cette tâche. Mes chers concitoyens, je suis cet homme et je vous demande de me soutenir. Toujours dans la perspective de ces élections présidentielles aux États-Unis, pendant que les candidats à la présidence s'attaquaient pendant 90 minutes hier en Californie, 2 autres de la course, mais pour le poste de vice-président, étaient en pleine campagne. L'un, le démocrate en Californie, et l'autre, le républicain à Los Angeles. Suivez. Alors que le vice-président George Bush et le candidat à la vice-présidence Michael Dukakis tournent leur attention vers une série de débats présidentiels, leurs colistiers ont également redoublé de zèle pour conquérir l'électorat américain. La semaine dernière, le candidat à la vice-présidence du Parti démocrate, Lowell Benson, a fait campagne à Sacramento, en Californie, où il a parlé des droits de la femme et de l'avortement. Je préfère nettement qu'on choisisse l'adoption. Mais je crois également qu'une femme a le droit de faire ses propres choix. Entre-temps, le candidat à la vice-présidence du Parti républicain, Dan Quayle, a parlé devant 1500 membres du Conseil des affaires mondiales de Los Angeles au sujet des relations soviéto-américaines et de l'aide américaine au Contras. On ne négocie pas avec l'Union soviétique en supprimant unilatéralement la force de persuasion avant même d'entamer les négociations. Les soviétiques doivent être incités à négocier et à accepter de faire des choix particulièrement difficiles. M. Quayle a défendu la politique de l'administration Reagan concernant le Nicaragua. Je trouve inconcevable que l'Union soviétique puisse donner des millions et des millions de dollars au Nicaragua, qui est un gouvernement communiste, il n'est pas dans notre intérêt de donner quelques millions de dollars à la résistance démocratique du Nicaragua. Le Liban a bien du mal à sortir de sa crise politique. Ces derniers temps, la légalité qui s'y trouvait s'est envolée d'un trait. Un État, 2 gouvernements, c'est l'actuel visage politique de ce pays, longtemps déchiré par les considérations religieuses. Le président Gemayel n'a pas réussi sa sortie. Dans son dernier message à la télévision, il s'est dit inquiet et préoccupé. Les mots peuvent paraître faibles si l'on considère que le dernier rempart contre l'éclatement du Liban était le respect des institutions. Or, ce cadre vient de voler en éclats avec aujourd'hui la création de 2 gouvernements. D'un côté, celui du général Aoun, chrétien maronite, nommé par le président sortant Gemayel, gouvernement transitoire, mais d'ores et déjà amputé de moitié, les musulmans refusent d'y siéger. Deuxième gouvernement à majorité musulmane, dirigé par Selimov, Premier ministre sortant. Il est soutenu par les partis de gauche,
par le druze Walid Jumblat ou le chiite Moli Berri, qui ont tous deux parlé de coup d'État militaire à propos du premier gouvernement. Devant ce vide constitutionnel, c'est la course de vitesse entre les deux gouvernements pour obtenir la reconnaissance internationale. La légalité, préservée pendant 13 ans de guerre, a en un seul jour éclaté. Autre crise politique, cette fois-ci en Pologne, où le gouvernement a démissionné face à la lourdeur dans les affaires de l'État, surtout à l'absence d'accord avec Solidarité. À propos, écoutez Lech Walesa qui fait une analyse de la situation. La démission du gouvernement ne nous convient pas. La crise actuelle n'est pas une question de personne. Le problème n'est pas de faire d'un Walesa un Premier ministre. Solidarité n'a pas le droit de participer au gouvernement. Ce qu'il faut faire absolument et vite, autour de la table ronde, ou bien avant, c'est procéder à des changements de structure, obtenir l'indépendance des associations, des clubs et même des partis, ceux qui existent et ceux qui doivent être créés. Les changements de ministres, ça ne sert à rien si on garde le système tel qu'il est. Mais si on l'améliore, alors d'accord, cela sera beaucoup plus intéressant pour le pluralisme. Catastrophe ferroviaire en France, un train TGV et un camion entrent en collision. Des pertes en vies humaines ne sont pas signalées, mais l'accident a provoqué un important dégât matériel. Le manque de visibilité serait à l'origine de cette catastrophe. Un TGV lancé à plus de 100 à l'heure. Un convoi de 105 tonnes immobilisé sur la voie. Le choc dont on peut imaginer la violence s'est produit juste avant la gare de Voiron. Le passage à niveau est placé dans une courbe. Le conducteur de la rame ne pouvait rien tenter, faute de visibilité. Le convoi routier était bloqué sur le passage à niveau. En raison de sa charge, il n'a pu franchir des rails en dévers. Sous l'impact, le transformateur acheminé par le convoi routier a été traîné sur 100 mètres. Il a entaillé les flancs du train. C'est là qu'ont été retrouvés la plupart des blessés. Les passagers sont encore sous le choc. Ils sont une choc tout de suite alors. Là, un choc, vous savez, qui vous fait demander ce qui se passe, quoi. Et puis le train a continué sur les traverses, et puis tout volait en éclats, là. Le conducteur du convoi exceptionnel et son compatriote italien qui lui ouvrait la rue ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat. Ils étaient bien munis d'une autorisation administrative pour circuler, mais ils se sont trompés d'itinéraire. Cet accident spectaculaire donnera de nouveaux arguments aux militants d'une vraie voie TGV pour la desserte de Grenoble, une voie sans passage à niveau. Volet médecine dans ce journal, innovation dans la technique contraceptive. Le professeur français Étienne-Émile Beaulieu, dans les recherches depuis 1982, vient de mettre en pratique la pilule RU486 capable d'empêcher le développement de l'œuf. Suivez. C'est ici, en 1982, dans ce laboratoire du Kremlin-Bicêtre, que commence l'épopée du RU486. Découvert par un Français, le professeur Beaulieu, le 486 bloque l'effet d'une hormone, la progestérone. Cette hormone, fabriquée normalement par l'ovaire, permet à l'œuf fécondé de s'installer dès le 6e jour de la grossesse dans un utérus préparé à le recevoir. Sous l'effet du RU486, l'œuf ne peut plus se développer et va donc tomber. En 1985, vu les espoirs et les résultats de cette expérience, des centaines de femmes rentrent dans une expérience pour s'assurer que le RU486 peut devenir en quelque sorte la pilule du lendemain. Va-t-on pouvoir prendre ce RU486, cet antiprogestérone, chaque mois? Alors, en principe, oui. En principe seulement, car l'efficacité du RU486 dépassait à peine 80%. Adieu donc la pilule du lendemain, le fabricant, Roussel-Uclaf, décide alors d'adjoindre au RU486 une autre substance appelée prostaglandine. Le résultat ne se fait pas attendre, l'efficacité dépasse 95%, mais la prescription devient aussi de plus en plus difficile. La question de pharmacie, pas de pilule de ce genre dans les supermarchés. Il y a déjà des milliers de femmes qui l'ont pris. C'est une grande avancée, je crois, car il y a d'autres développements médicaux en cours, et ça c'est la première, mais il ne faut pas les gâcher en allant trop vite, il faut le mettre à disposition, et en même temps prendre le temps qu'il faut, pour que ce soit plus 2 millions, mais 2 millions, et à ce moment-là,
là, on verra s'il y a des petites modifications de deux ou d'autres, je ne sais pas, à faire. Dans quelques mois, le virus 486 sera réservé au seul centre d'interruption de grossesse, prescrit par un médecin et administré en sa présence. Il ne dispensera pas dans de nombreux cas de l'aspiration. Efficace dans les 3 premières semaines qui suivent le retard de règles, ce produit est une forme médicale d'avortement. La fin de ce journal, rappel de quelques titres développés. Élèves et étudiants ont repris ce matin le chemin des classes. À propos, une analyse d'Abdoulaye Akassila sur la vie de l'école guinéenne que vous avez suivie, la vie de l'école guinéenne ces 30 dernières années. Dossier SNE, la crise de courant électrique connue les années passées ne le sera pas pour l'avenir. Une bonne pluviométrie cette année rassure les autorités du secrétariat d'État aux énergies. En Afrique, rencontre quadripartite. Les délégations des pays concernés sont toutes arrivées à Brazzaville. Elles ont entamé des contacts hier. Sur le plan mondial, perspective des élections présidentielles aux États-Unis. Hier, des milliers de téléspectateurs ont suivi le premier débat télévisé Bush du Kakis. Liban, la crise politique est déterminante. Un état de gouvernement. La légalité tombe d'entrée. Merci de votre bien aimable et obligeante attention.